Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous du mardi. Aujourd'hui, nous partons sur les traces des Black Jews, un archipel de peuples disséminés à travers le monde entier qui s'attribuent une double origine, africaine et juive. Une diaspora répartie dans tout le continent africain jusqu'en Asie et aux Amériques. Un cas d'école pour démontrer comment se façonne une identité à partir d'une histoire en partie mythifiée. Alors aujourd'hui, tout un monde part à la recherche donc, de ces Black Jews et notre invitée mène l'enquête. Depuis de nombreuses années, c'est Edith Bruder, chercheuse à la School of Oriental Studies de Londres. Elle est avec nous jusqu'à 15h30. À l'aube de nos civilisations, au 8e siècle, si l'on en croit la Bible, au 8e siècle avant, 10 tribus du nord d'Israël auraient été exilées, dispersées de par le monde. Par la suite, notamment lors de la puissante expansion des Européens à travers tous les continents, eh bien, un nombre de voyageurs vont prétendre rencontrer ces tribus égarées à la peau brune. C'est un détail important, on le verra, la couleur de peau. Une croyance qui montre la difficulté que ces voyageurs occidentaux éprouvent à comprendre qui est l'autre, cet inconnu qu'ils croisent au bout du monde et sur lequel ils s'efforcent de projeter du déjà connu, du biblique par exemple. Alors, c'est un type d'interprétation qui nourrira notamment au XIXe siècle les théories pseudo-scientifiques, souvent racistes, qui s'appliquent à définir l'Africain, lequel serait issu de la descendance de Cham ou Ham, le fils rejeté de Noé. Mais voilà qu'aujourd'hui, à l'ère postcoloniale, émerge de l'oubli un peu partout, chez les Noirs américains, comme en Afrique, ce type d'interprétation qui est alors retourné, positivé en quelque sorte par une série de groupes judaïsants comme la Black Hebrew Nation, basée à Chicago, ou encore les Igbo du Nigeria, les Lemba d'Afrique du Sud. Dans certains cas, comme celui des Falachas d'Éthiopie, la base historique est vérifiée, mais dans d'autres, on peut s'interroger. Edith Bruder a enquêté, elle nous livre un passionnant témoignage qui démontre, entre autres, comment peut aujourd'hui se construire ou se reconstruire une identité plus ou moins fantasmée en fonction de priorités très contemporaines, le tout fortement boosté par Internet qui accélère les contacts et qui crée des communautés, des néo-communautés à distance. Bonjour Edith Bruder. Bonjour. Sous mes yeux, votre livre passionnant, Black Jews, les Juifs noirs d'Afrique et le mythe des tribus perdues qui vient de paraître chez Albin Michel. Ce qu'on entend en ce moment, c'est un disque que vous avez rapporté d'Ouganda. On entend bien, ça dit « Alléluia Adonai ». Ce sont donc des gens qui pratiquent un culte juif au fin fond de l'Ouganda, que vous avez rencontré d'ailleurs. Tout à fait. Les Abayudaya constituent une communauté qui s'est constituée tout à fait spontanément, une sorte de miracle, sans aucun contact avec le monde juif. Cette communauté s'est constituée au cours du XXe siècle et cette musique est une musique donc
inspiré, on va dire, sur des rythmes africains, ougandais. Oui, ça fait un peu musique de variété. Voilà, oui. Avec des chants hébreux qui ont été adaptés et qui rythment d'ailleurs leur vie. Alors dans ce livre Black Jews, il y a une carte justement et on voit ces communautés réparties à travers l'Afrique. On parlera après des autres lieux où ces communautés s'expriment, puisqu'on va voir que les États-Unis jouent un rôle quand même important dans cette galaxie. Oui. Mais pour rester sur l'Afrique, alors il y en a des Lemba, 2 groupes. C'est le groupe du Sud, Zimbabwe, Afrique du Sud. Il y a des Zachor, c'est ça, au Mali. Zachor est un mouvement de musulmans maliens qui affirment une identité juive. Alors justement, ça serait intéressant de voir quels sont les rapports entre ces communautés juives et les communautés musulmanes de l'Afrique. Ça représente en population combien de personnes ? Très difficile à dénombrer, très fluctuant. Par exemple, Zachor, qui était une association et une communauté active. Et sur le terrain, il y a 4 ans, est totalement en retrait et sur ses bases, pour ne pas dire à l'arrêt, depuis les événements récents du Mali. Donc, ils ont quitté Tombouctou, ils se sont volontairement dispersés entre Bamako et des petits villages éloignés. Ils ne tiennent plus tellement à communiquer sur ce point-là de leur identité, sachant qu'ils ont toujours affirmé qu'ils demeuraient musulmans. Mais ils tenaient à ce que leurs racines juives, remontant probablement au XVe siècle, 15e, 16e siècle, ils tenaient à ce qu'elles soient reconnues. Donc ils auraient risqué d'être en ligne de mire au Mali, ils ne pouvaient que l'être. Ils ne pouvaient que l'être. Alors, on connaît le cas des Falachas. Ils jouent un rôle non négligeable dans cette histoire-là, puisque les Falachas juifs d'Éthiopie, juifs noirs d'Éthiopie, ont été reconnus il y a de ça longtemps, il y a une quinzaine d'années. Dans les années 80. Voilà. Donc, ils ont un droit d'émigrer en Israël. Ils ont émigré. Et ils ont émigré, je crois, plusieurs dizaines de milliers. En 90, oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils ont un rôle absolument essentiel. C'est vrai que ces ferments de judaïsme qui existaient au sein de différentes communautés africaines d'un bout à l'autre de l'Afrique se sont vraiment métabolisés à partir du moment où la communauté des Bêta Israël, c'est-à-dire des Falachas, a été reconnue et a pu faire son alia en Israël. Ça a été, on va dire, le coup d'envoi. Les ferments étaient là, les incitations mythiques, bibliques... et économiques, évidemment. Économiques, oui, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas prépondérant. C'est quelque chose qui est vraiment en rapport avec la religion et la spiritualité qui domine dans ces choix et dans ces affiliations. Donc c'est l'idée de retrouver les siens dispersés à travers le monde. Ça serait ça ? C'est l'idée d'être reconnu comme faisant partie du peuple des Hébreux. L'idée fondamentale, c'est ça. C'est d'être dispersé, d'être soi-même, de faire partie de cette dispersion des tribus. Alors, quel est le rôle au sein de ces expressions, donc Black Jews, juifs noirs ? Pourquoi utilisez-vous d'ailleurs le terme anglais ? Ça passe mieux, je ne sais pas, il y a une difficulté à dire juifs noirs ? Non, il n'y en a pas. On a essayé, en discutant avec l'éditeur, on a essayé d'être au plus près de la parole de ces juifs africains. Et eux, quand ils parlent d'eux, évidemment, ils disent « oui, the Black Jews ». Donc, mais en Afrique francophone, au Mali, qu'est-ce qu'ils disent ? En Afrique francophone, il y en a peu. Il y a le groupe du Mali, il y a les Batié-Chouroun au Cameroun. Mais la dominante, c'est quand même l'Afrique anglophone. C'est le Nigeria, voilà. Alors cette alliance de la fierté noire et de la Bible, enfin de la tradition hébraïque, on l'a vu dans le mouvement Rastafari, qui a mis en avant le Négus, le lion de Juda, etc. Mais c'est un peu marginal par rapport à cette galaxie Black Jews que vous étudiez. Les Rastafaris sont rattachés un petit peu au mouvement, pas un petit peu, d'assez près, et dans le temps et dans les affinités, au mouvement de Black Jews nord-américains qui, eux, ont émergé, sont précurseurs des mouvements de Black Jews africains, qui, eux, ont émergé au début du XXe et même un petit peu avant.
et même un petit peu avant. Et les Rastafaris sont une expression de ces mouvements fondés essentiellement sur l'affirmation que Jésus était noir, que Dieu était noir et que eux sont des Juifs et que les Juifs blancs sont des imposteurs. On va quand même, Edith Bruder, maintenant remonter à l'histoire, au mythe qui fait que ces tribus perdues, à un moment, sont trouvées disséminées de par le monde. C'est une histoire qui est racontée dans la Bible. Elle vient croiser également une autre histoire biblique qui est celle du peuple de Cham. Et on a longtemps interprété le peuple noir africain comme la branche de Cham, la branche un peu maudite, on va dire, entre guillemets, donc du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà? Que disent les textes? Alors, les textes, les prophéties notamment, localisent les tribus perdues quelque part du côté de Couche, Couche étant l'Afrique ou l'Éthiopie. Alors, ces tribus, elles sont exilées du temps des Assyriens. Oui, à la suite de l'exil. Et ce sont les tribus du Nord. Ce sont les tribus du Nord. Donc là, si vous voulez, c'est le substrat mythique, biblique, de la genèse du judaïsme africain. Donc les tribus se seraient trouvées au-delà du Sambatyon, le Sambatyon étant un fleuve qui s'arrêtait de couler le 7e jour et qui reprenait son cours. Et elles étaient là-bas parce qu'elles étaient punies. Elles étaient punies de leur manque d'assiduité à l'étude, entre autres. Voilà. Alors à partir de là, elles vont se disséminer un peu partout. On perd leurs traces. On perd leurs traces, absolument. Voilà. Ce qui permet toutes les hypothèses. C'est ça. C'est-à-dire que le mythe commence là. Le mythe commence... l'histoire, c'est l'exil babylonien. Et le mythe, c'est où sont-ils passés les tribus. Oui. Les tribus qu'on n'a jamais cessé de retrouver. Voilà. Alors l'autre légende, Cham, oui. Ce que vous appelez l'hypothèse hamitique. Alors ça, c'est aussi un mythe. C'est une hypothèse très ancienne, qui est post-médiévale, qui a vu sa source aux racines de l'étude post-médiévale, mais qui a connu de multiples facettes, de multiples organisations et désorganisations, et surtout de multiples manipulations et glissements épistémologiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a revêtu tous les aspects du racisme. Sans remonter trop loin, voyons comment elle a été utilisée à partir du début du XXe siècle. Disons qu'elle est la base d'une approche de l'Afrique qui considérait que toute chose de valeur en Afrique ne pouvait pas être africaine. C'est comme cela... venait d'ailleurs, donc nécessairement. Absolument. C'est comme cela que Great Zimbabwe a été attribué à des étrangers. Qu'est-ce que c'est, Great Zimbabwe? Great Zimbabwe, c'est ce magnifique, c'est cette magnifique construction qui se trouve au Zimbabwe et qui a été identifiée par les colons comme étant d'une origine extra-africaine. Voilà. De même, des constructions Yoruba au Nigeria, de la même manière, systématiquement, tout ce qui était beau, tout ce qui avait de la valeur, ne pouvait pas être africain. Parce que ce peuple de Cham était un peuple inférieur, disons-le. Voilà. Oui, mais cependant, ces bâtiments ou ces inventions étaient bien, avaient bien été construites sous l'impulsion d'Africains, mais qui, eux, étaient d'origine indo-européenne. Ah, d'accord. Donc c'était des étrangers, en quelque sorte, qui étaient venus... qui avaient été, alors selon les théories, par exemple la théorie climatique, prétendait qu'ils avaient été noircis par le climat. Bon, après, à partir de là, toutes les fantaisies étaient permises. Si vous voulez, c'était une façon, en fin de compte, pour les colonisateurs de considérer que ceux qu'ils rencontraient et qui avaient réalisé des œuvres importantes, quelles que soient, qu'il s'agisse de l'agriculture ou qu'il s'agisse du travail des métaux ou qu'il s'agisse d'autre chose, ne pouvaient pas être africains. C'était une façon de leur dérober complètement toute aptitude, toute capacité, et en même temps de se rapprocher d'eux. Et là, c'est dans ce type d'échange-là que s'est construit ce lien avec les Hébreux. Ils ont été identifiés comme étant des descendants d'Hébreux. Donc vous voyez, à un moment, ces projections
Ces stéréotypes se sont mis à rencontrer un discours mythique. Alors on les voit apparaître très fréquemment sous la plume des voyageurs du Moyen-Âge. On les voit apparaître chez Marco Polo. Vous nous signalez au XIIe siècle un voyageur, Benjamin de Tudel, qui voyage à travers le monde, qui va jusqu'en Chine et qui repère plusieurs tribus perdues. Il est un peu spécialiste. Il en voit partout en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Avant lui, elle date le Danite au IXe siècle, un personnage assez farfelu, qui a parcouru le Sahara, a aussi écrit des textes qui ont connu une grande diffusion, des textes pittoresques, où il décrit des tribus juives dans le désert. Il est certain que les groupes qui aujourd'hui, d'un bout à l'autre de l'Afrique, se reconnaissent du judaïsme, s'appuient sur ces textes et en tirent les sources de leur identité. Alors c'est très intéressant parce que c'est une manière de ne pas arriver à comprendre qui est l'autre. Parce qu'il y a un autre modèle, on le sait bien, qui a été appliqué à l'autre. On le voit dans tous les récits de voyage du Moyen-Âge et même de la Renaissance. C'est le modèle antique. C'est-à-dire, ce sont les Amazones parce que ce sont des femmes qui vivent le long d'un grand fleuve et qu'elles n'ont pas de mari. Mais il y a aussi le modèle biblique. Et les tribus donc perdues font que quand on voit quelqu'un qui a la peau un peu colorée, alors, importance toujours de se analyser la couleur de la peau. Dans les récits de voyage anciens, c'est étonnant. On essaye de qualifier la couleur de la peau. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est foncée? Enfin, il y a des catégories incroyables. Et à partir de là, donc, on en déduit que, puisque ce sont des gens différents, ce doit être donc une tribu perdue. Voilà, absolument. C'est-à-dire que les colonisateurs, les missionnaires, les agents gouvernementaux ont utilisé les grilles de lecture dont ils disposaient, c'est-à-dire les textes bibliques et les références à l'autre, c'est-à-dire l'autre, le juif ou le mort, selon selon les préoccupations qui étaient celles qu'ils avaient à ce moment précis, pour identifier les groupes qu'ils rencontraient. Mais ça, c'est valable pour l'Afrique, c'est valable aux Amériques. Oui, les Mormons vont croire que les Amérindiens sont l'une des tribus perdues d'Israël. Tout à fait. Et ils vont le proclamer. Et ils vont d'ailleurs avoir une attitude avec les Amérindiens chez qui ils s'installent, qui est la conséquence de cette interprétation. Absolument. Donc vous voyez que c'est une façon, un comportement qui s'adaptait à des groupes extrêmement différents, dans des lieux et des contrées extrêmement différents, pour arriver à un résultat identique. Ils font partie des tribus perdues. Je ne sais pas qui ils sont, mais je les identifie comme tels. Et ça va très loin, parce qu'ils interprètent la langue en disant oui, il y a des mots hébreux dans leur langue. Il y a une construction incroyablement complexe. Oui. Totalement. Des études linguistiques qui ont montré... Il y a des chercheurs de l'époque qui se sont acharnés à démontrer les similitudes, par exemple, de la langue des Ashantis avec l'hébreu. Bon, c'était des tours de passe-passe extraordinaires. Rien ne les arrêtait, rien ne leur faisait peur. Mais en attendant, ça a fait école. Il y a eu des ouvrages écrits là-dessus. Je les cite abondamment. C'est extrêmement... C'est fascinant. Et ce qui est également fascinant dans votre livre Black Jew, c'est qu'à un moment, la situation va se retourner. C'est-à-dire que la galaxie afro à travers le monde, afro-américaine, mais pas seulement, va retourner le propos à son avantage. France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Freissé. ፈልጋት ከጥንቱ በልጅነት ጥንታት ሰጠና ቤቱን ፈቃድ እንዲደረግ ይሁን በሰማይ ተነስተን ከደን ምስጋና ምግብ ሆኖን ዛሬ በምድር በሥጋ ሕይወት ሳለን ምግባችንን በየዕለቱ አውቀህ ስጠን ይቅር በለን
Mythes et réalités des tribus perdues d'Israël en Afrique. Nous sommes en compagnie d'Edith Bruder, auteure de Black Jews. Alors, aujourd'hui, Edith Bruder, on le disait au début de cette émission, il y a un nombre important quand même de groupes qui se recommandent de cette origine, qui s'attribuent cette origine donc judaïque et noire. Et ça se formule alors comment et à quel moment ça se retourne ? C'est-à-dire que ce n'est plus un stigmate, ça devient au contraire une fierté et un moyen aussi d'aborder la nouvelle identité qu'on veut se donner dans le monde globalisé. En effet, les Africains n'ont pas été des victimes passives de ces stéréotypes. Il faut dire avant toute chose, et c'est essentiel, qu'ils ont eux-mêmes trouvé dans l'Ancien Testament une grande source de spiritualité, et d'autant plus importante que l'Ancien Testament, les principes de l'Ancien Testament, sont proches de la spiritualité africaine. Ils ont subi, effectivement, les stéréotypes, mais ils étaient actifs à leur propre titre en s'identifiant très fortement aux Hébreux. Mais ça a été une manière de combattre, par exemple, le christianisme qui était très associé au système de l'esclavage, donc de remonter à la source. Oui, mais pas c'était seulement. C'était un antidote, non ? Pas seulement. C'est une façon, d'abord, c'est un outil politique. Oui. Aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique, c'est une façon de récupérer sa propre identité et une identité non imposée par le colonisateur ou par la suprématie blanche aux États-Unis. Donc ça, c'est déjà un premier élément, une identification et un accord implicite entre les principes de l'Ancien Testament et la spiritualité africaine, une espèce de sentiment de reconnaissance de sa propre culture dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un point vraiment essentiel et qui montre, et j'insiste là-dessus, que les Africains sont très actifs dans ce processus et n'ont pas été uniquement des êtres subissant les stéréotypes. Le deuxième point, c'est d'utiliser cette affirmation religieuse comme un outil politique. On voit très très bien, notamment aux États-Unis, mais également dans chaque pays d'Afrique actuellement, à quel point c'est une façon de réagir contre un pouvoir dominant. Alors c'est là qu'apparaît Marcus Garvey, qui va jouer un rôle fondamental pour rassembler un peu tout ce faisceau on dirait presque de rêves, d'origine épars. Alors effectivement, les mouvements de l'époque de Garvey aux États-Unis sont les précurseurs. Ce sont les précurseurs des mouvements de Black Jews. Il faut voir que les mouvements de Black Jews... Garvey, c'est quoi ? C'est les années 20, c'est ça ? C'est les années 20, 30, absolument. Et il faut voir que ces mouvements sont les précurseurs des mouvements de Black Jews, ils ont émergé en même temps que se créent les premières communautés juives totalement hétérodoxes et informelles aux États-Unis. Et ces mouvements illustrent, par exemple, les mouvements de Black Jews aux États-Unis sont concomitants de la formation de Nation of Islam, c'est-à-dire que ce sont des mouvements qui utilisaient la religion en outil politique. Donc c'est une expression religieuse d'une rébellion politique affirmée. Et ils se parlent ou ils sont ennemis ? Écoutez, au départ, ils étaient proches. Après, ils ont connu n'ont jamais été trop ennemis. Voilà, disons-le comme cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, à partir de là, essor donc, de cette interprétation aux États-Unis et en Afrique, du coup, vont se réveiller des vieux souvenirs, puisque quelques communautés donc, disséminées avaient de véritables raisons de s'attribuer des ancêtres juifs, notamment dans le cas de Tombouctou, puisqu'il est avéré qu'il y avait une présence de caravaniers, de travailleurs du métal qui étaient là. Comment ça va fonctionner donc pour donner aujourd'hui ces identités, cette galaxie des Black Jews, en quelques mots, puisque malheureusement on approche de la fin de cette émission. Comment se fait ce laboratoire de l'identité, de la néo-identité Black Jews ? Écoutez, c'est une ethnogénèse qui s'est faite au cours du temps. Les prémices
ont pris place aux États-Unis, comme je vous le disais, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe et plus clairement au début du XXe. Il y a eu 1 ou 2 émissaires des premières églises, je les appelle églises tout à fait volontairement parce que c'était des cultes juifs, mais qui s'appelaient encore églises, qui sont allés notamment en Afrique du Sud. Mais si vous voulez, ça ne s'est pas fait en un jour. Et pour faire court, les 20 dernières années, avec Internet et les échanges par email, ont accéléré incroyablement le processus. Le départ des falachas et leur reconnaissance dans les années 80-90 marque un tournant incroyable. Oui, ça encourage évidemment à s'exprimer, à faire son Absolument. coming out, en Oui, quelque sorte. absolument. Ouais. Le concept de juif noir s'est mis à exister. Il n'existait pas. Il s'est mis à exister. À partir de là, de très nombreux signes sont remontés à la surface. Et c'est tout cet ensemble polymorphe qui constitue l'identité Black Jews. Alors avec également un phénomène actuel quand même très intéressant, c'est que des historiens confirment ou infirment, selon les groupes concernés, qu'il y a bien une origine juive, donc de ces groupes Black Jews en Afrique. Et puis il y a aussi l'apport de la génétique. Puisque la génétique, elle aussi, aujourd'hui, est interpellée et sommée de donner des réponses. Alors, au niveau des sources, il faut quand même bien préciser que nous n'avons que des sources indirectes. Nous n'avons pas de sources directes. La génétique est une des clés qui nous permet d'avoir un peu plus d'informations. C'est ce que nous avons eu avec les Lamba. Donc, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui ont bel et bien des marqueurs. Oui, les Lamba, il s'est avéré que les Lamba d'Afrique du Sud étaient non africains en lignée paternelle. Ça nous est apparu de façon évidente dans la génétique. Et certains d'entre eux ont un marqueur qui s'appelle l'haplotype modal Cohen, qu'on retrouve dans d'autres populations juives. Mais on ne peut pas en dire plus. Bon, c'est un dossier, on comprend bien, qui est en cours, qui est passionnant, absolument, dont vous nous donnez des éléments vraiment très, très complets, mais il sera évolutif. Donc, vous allez continuer à chercher. Edith Bruder, donc ce livre vraiment passionnant qui s'appelle Black Jews, les Juifs noirs d'Afrique et le mythe des tribus perdues, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Voilà, on finit avec Let My People Go par Steven Bernstein. On finit Tout un monde, le magazine des cultures et des identités en mouvement. À la prise de son, Clément Berman. À la réalisation, Véronique Villa. Tout un monde, chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé sur France Culture, bien sûr.